Hello, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire qu'elle est démonétisée parce que j'aborde beaucoup de thématiques très sensibles. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez du coup vous abonner à ma chaîne, laisser un like ou commenter cette vidéo. La raison de cette démonétisation, c'est que les sujets qui vont s'afficher à l'écran sont des sujets qui seront abordés dans cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec une de ces thématiques, cette vidéo n'est très certainement pas faite pour vous. Imaginez, nous sommes en 2014, vous rentrez des cours, vous retirez votre t-shirt Arctic Monkeys, vos collants Rési, votre short, vos chaussures à plateforme pour vous mettre en pyjama, vous prenez un vinyle de votre collection et vous choisissez celui des Neighborhood que vous mettez dans votre platine avant d'ouvrir votre ordinateur pour aller sur Tumblr afin de republier des images qui décrivent votre malaise adolescent. Si vous êtes reconnu dans cette intro, c'est que très certainement comme moi, vous avez eu un Tumblr dans les années 2010 et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que j'ai eu envie de vous parler d'un réseau social qui a eu un impact très important dans mon adolescence et dans le début de mon âge adulte, à savoir Tumblr. J'ai retrouvé il y a quelques jours mon Tumblr et je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. C'est une plateforme sur laquelle j'ai été de 2012 à 2016, ce qui correspond un petit peu au pic de popularité de ce réseau social. Et c'est vrai que ça a été une période majeure pour beaucoup de personnes à ce moment-là. Et j'ai eu envie de revenir avec vous sur l'impact qu'a pu avoir Tumblr. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que cette vidéo va être faite à travers mon prisme d'adolescente de 2014, donc à savoir une adolescente mince, hétérosexuelle, qui était complètement dépolitisée à ce moment-là, qui ne s'intéressait absolument pas aux luttes sociales. J'ai fait énormément de recherches, évidemment, pour cette vidéo, mais il se peut que j'oublie des pans très importants de Tumblr à ce moment-là précis. Donc n'hésitez pas à venir étoffer ma vidéo en rajoutant un maximum de ressources en commentaire. Et je vais commencer de suite par qu'est-ce que c'était Tumblr. Tumblr a été créé en 2007 par David Karp. Il s'agit d'une plateforme de microblogging où les utilisateurs peuvent créer des posts avec du texte, des images, des gifs, de la musique, des vidéos ou même des sondages par exemple, et qui peuvent être publiés sur sa propre page. Je noterai aussi que Tumblr était dans la continuité de MySpace parce qu'on pouvait vraiment personnaliser sa page en rajoutant par exemple un petit peu de code. C'est vrai que tu pouvais soit télécharger des thèmes que les utilisateurs avaient créés eux-mêmes, donc ça te permettait d'avoir des thèmes un petit peu personnalisés, mais tu pouvais aussi par la suite par exemple rajouter un lecteur pour écouter de la musique, tu pouvais ajouter des effets. Moi je me souviens que lors d'un de mes Tumblr, je sais plus trop lequel, j'avais par exemple changé le curseur de ma souris et je pense que c'est ça aussi qui avait fait que beaucoup de personnes étaient intéressées par la plateforme. Même si la plateforme a connu un pic durant les années 2010, elle héberge en 2024 près de 519 millions de blogs et aujourd'hui ce n'est pas de 2024 dont on va parler, mais on va parler de 2014. Au milieu des années 2010, Tumblr connaît un vrai pic de popularité car c'est une plateforme sur laquelle on peut vraiment s'identifier à une communauté. Que vous soyez fan et que vous cherchez une communauté fandom, je sais pas moi par exemple de Harry Potter, de One Direction, vous pouviez trouver votre bonheur sur Tumblr. Que vous cherchiez des gens avec qui discuter autour des jeux vidéo. Si par exemple vous apparteniez à la communauté LGBT et que vous cherchiez un endroit où vous pouviez être vous-même, si par exemple vous aviez des combats comme le féminisme, si vous souhaitiez chercher un endroit où il y avait une déculpabilisation des problématiques par exemple liées à la santé mentale, il y a eu également toute la culture mème qui a été très importante à ce moment-là sur Tumblr. Et bien évidemment, je ne peux pas parler de la popularité de Tumblr sans mentionner la présence importante de contenu pornographique sur la plateforme. Si j'ai décidé de commencer par ce point, c'est parce que Tumblr a vraiment permis à beaucoup de personnes de venir se réapproprier ce contenu qui est très souvent fait sous un angle masculin et sous des contraintes tout simplement patriarcales. Elle Chase, la fondatrice de Lady Chicky, qui reblogue des gifs et des images pornographiques avec près de 203 000 followers, avait déclaré à Elle en 2018 « Avec Tumblr, j'ai pu créer et personnaliser mon espace selon mes goûts. C'est ce qui le rendait différent. Je n'avais pas à me fier au contenu pour adultes mainstream pour me dire ce qui était censé m'exciter. Ce même besoin de trouver de contenu sexuel qui reflète nos propres désirs est la raison pour laquelle le porno sur Tumblr était ou est si populaire auprès de nombreuses femmes. La réalité, c'est qu'un grand nombre de femmes consomment et regardent du porno, moins de contenu axé autour du male gaze et davantage sur le plaisir mutuel ou le fait de se donner du plaisir. C'est ce dont on avait besoin et ce que Tumblr a su encourager. L'éducatrice Alison Moon rajoute « Tumblr est le seul site où,
Si vous cherchez un tag comme lesbienne, vous trouverez de l'éducation sexuelle, de l'érotisme, de la fanfiction, de la pornographie, des récits de coming out et de la mode. Cela a toujours été le point fort de Tumblr, cette capacité à chercher de manière indirecte ce qui intéresse une personne et à découvrir des résultats variés. C'est essentiel pour toute forme d'éducation, mais particulièrement pour l'éducation sexuelle. Si je le mentionne, c'est parce qu'en 2018, Tumblr va décider de retirer le contenu pour adultes sur sa plateforme, ce qui va faire qu'il va notamment avoir une énorme perte de popularité par rapport à ce réseau social, mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc, lorsqu'on allait sur ce réseau social, on avait vraiment la sensation d'être attaché à un groupe, à une communauté, on avait la sensation d'être avec des personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt que nous. Et en tant qu'adolescent, je pense que c'est hyper important, tu sais, de se sentir compris. Une autre chose qui pouvait expliquer le succès de ce réseau social à ce moment-là, c'est qu'il venait vraiment se placer en opposition avec un réseau qui était très populaire, à savoir Facebook. À l'époque, on consommait Facebook vraiment d'une autre façon qu'aujourd'hui, parce qu'on publiait énormément. Je ne sais pas du tout si vous vous en souvenez. De mon côté, en étant au collège ou au lycée, Facebook, c'était vraiment le réseau social principal où tu partageais énormément. Lorsque tu étais en couple, tu allais changer ton statut pour que les autres personnes mettent un petit like qui t'écrivent plein de bonheur à vous deux, même si la relation va durer littéralement 3 semaines. C'était l'endroit où si tu faisais une soirée avec tes potes, t'allais pas publier 1 ou 2 photos, t'allais faire un album avec 200 photos de la soirée, et c'est quasiment 200 fois les mêmes. Ça allait être un endroit où tu voulais avoir le plus d'amis possible, donc t'allais envoyer des invitations à des gens à qui tu n'as jamais parlé, mais que t'as croisé peut-être une fois dans les couloirs. Facebook, c'était vraiment un endroit où on partageait énormément et où on crée son profil avec un maximum d'informations au sujet de ces centres d'intérêt. Et Tumblr, en fait, c'est vraiment venu se placer en opposition parce qu'il y avait toute cette question d'anonymat. Par exemple, sur Tumblr, tu n'allais pas mettre ton nom et ton prénom, tu avais un pseudo, et c'était très rare que tu partages ton pseudo à d'autres personnes. Ce qui faisait que tu pouvais être derrière ton ordinateur et faire ta propre introspection sans forcément la partager aux gens autour de toi. Ou du moins en étant caché de la majorité. Très souvent, on partageait son Tumblr à ses amis proches. Moi, j'étais amie sur Tumblr avec ma meilleure amie de Tumblr et meilleure amie de la vraie vie. On était vraiment des Tumblr girls. Eva, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Et nous deux et Tumblr, c'était vraiment une énorme histoire d'amour. Et donc oui, à part Eva, à ce moment-là, j'avais pas partagé mon Tumblr avec d'autres personnes parce que c'était vraiment mon endroit personnel. Tumblr avait ce charme du genre « la vie imite l'art ». Une certaine nostalgie difficile à expliquer mais facile à comprendre. Surtout pour un adolescent qui découvre encore ce que le monde a à offrir. Et selon Business Insider, 46% des utilisateurs de Tumblr avaient entre 16 et 24 ans en 2013. L'art et l'esthétisme étaient vraiment en fait au cœur de ce réseau social. Il n'y avait pas encore cette notion de like, même si elle était présente, tu pouvais voir combien de fois un post était reblogué, combien de fois il était liké, mais c'était pas ce qu'il y avait de plus important comme aujourd'hui sur nos plateformes actuelles où à l'époque Instagram commençait à arriver effectivement, mais surtout sur Facebook par exemple. Il n'y avait pas non plus encore la notion d'influenceur. Il y avait certes certaines personnes qui sortaient du lot. D'ailleurs, j'ai retrouvé certaines personnes que je suivais. Et dites-moi en commentaire si vous vous en souvenez ou si vous avez d'autres personnes à mentionner. Ça me permettrait vraiment de débloquer des souvenirs que j'ai complètement oubliés. J'ai marqué qu'il y avait par exemple Tavi Gevinson avec le Rookie Yearbook. Je sais pas si vous en souvenez, moi j'en avais 2 il me semble, et il me semble que j'avais collé tous les petits autocollants sur un de mes carnets à dessin. J'ai noté qu'il y avait aussi Orion Carlotto qui aujourd'hui est toujours encore actif sur les réseaux sociaux et qui a d'ailleurs sorti des livres de poésie. Johanna Kushta qui est aujourd'hui une DJ techno, j'ai découvert ça en faisant les recherches, elle fait ses petites boiler rooms dans son coin. D'ailleurs je rajouterais qu'il y avait aussi cette fille dont j'étais absolument fan lors de ma période Tumblr. Et il y avait par exemple Elizabeth Jane Bishop. Si vous avez d'autres personnes, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors même si ces personnes étaient populaires sur la plateforme, il n'y avait pas le rôle des influenceurs comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et même si, en tant que créateur de posts sur Tumblr, on espérait être republié plein de fois, c'était pas ça qui était plus important. Ce qui était plus important, c'est d'avoir une page esthétique, c'est de véhiculer des messages par rapport à nos états d'âme. Et c'est ça qui a fait qu'à ce moment-là, Tumblr est arrivé comme un réseau social très populaire chez les adolescents et chez les jeunes adultes. Moi, par exemple, c'est à ce moment-là que je découvre la photo numérique, mais aussi la photo argentique. Et c'est clairement, en fait, grâce à Tumblr
que je m'intéresse à ce centre d'intérêt et je suis trop contente que cette plateforme m'ait mise là-dessus parce que pendant des années, je me suis vraiment amusée. Et clairement, je pense que Tumblr a eu un impact hyper positif à ce moment-là et même des années plus tard sur ma créativité. Dans la même trame, on peut aussi mentionner le réseau social We Heard It qui a été très populaire à ce moment-là. Cela s'est rapidement développé grâce à une croissance organique, principalement parce que les utilisateurs partageaient la plateforme avec leurs amis et leurs familles, ce qui a entraîné un effet boule de neige. Les personnes qui utilisent We Heard It l'utilisent vraiment. En moyenne, les membres passent plus de 7,5 minutes sur le site à chaque connexion et l'utilisateur moyen de l'application mobile ouvre l'application plus de 25 fois par mois. TechCrunch rapportait en 2013 que le site comptait une audience de 20 millions d'utilisateurs mensuels avec plus d'1 million de nouveaux inscrits chaque mois. Je voulais aussi mentionner Flickr, je n'ai jamais su comment ça se prononce, qui était un réseau social vraiment dédié à la photo, mais qui était très populaire à ce moment-là, parce que très souvent on allait publier nos photos sur Flickr et après venir les republier avec Tumblr. Là où aujourd'hui, si vous faites de la photo, c'est vrai que dans la grosse globalité, on va plutôt publier tout de même sur Instagram. Tumblr aura vraiment réussi à créer une communauté de jeunes créatifs qui vont se mettre à la photo, mais également à la vidéo, mais aussi à la création par exemple de gifs, de poésie et de création graphique d'un point de vue général. Je vous mettrai à l'écran des choses que j'ai pu faire à ce moment-là. Je pense qu'au niveau de la photo, il y avait vraiment un essor de la photo prise sur le vif, un petit peu comme le reflet d'une réalité à laquelle on pouvait s'identifier. Il y avait aussi une très grande importance de la typographie à ce moment-là. Je ne peux pas m'empêcher de le mentionner en tant que créative, avec différentes familles, pour véhiculer des messages comme par exemple Helvetica, Times New Roman, Courrier New. Courrier New, je m'en souviens que celle-là, elle était vraiment, vraiment présente. Surtout lorsque tu prenais une photo et que tu rajoutais un message dessus. J'avais récupéré des photos argentiques de ma mère qu'elle avait prises en 1986 lorsqu'elle avait fait un voyage à Londres et j'avais rajouté du texte dessus. Alors je n'arrive pas à me souvenir si c'est la Courrier New, mais en tout cas je vous mets à l'écran les petites créations que j'avais pu faire à ce moment-là, ainsi que Arial, Futura, mais surtout des typographies qui donnaient ce côté manuscrit, comme par exemple Amatic SC. Quel enfer cette typo! Vraiment, moi je l'ai saignée. Alors je sais plus exactement si c'est celle-ci, mais ce type de typographie manuscrit était vraiment, vraiment à la mode dans les années 2010. Moi, je me souviens que sur ma première chaîne YouTube, je mettais ça dans toutes mes vidéos. Aujourd'hui, je trouve ça absolument infâme parce que ça a vraiment très mal vieilli et c'est vraiment accroché en fait à une période particulière. Et au niveau de la retouche photo, celle-ci, elle était aussi très caractéristique de ce réseau social, à savoir l'ajout de filtres et surtout l'ajout de filtres selon une sous-culture à laquelle on s'identifiait. L'impact et la place des sous-cultures sur ce réseau. Avant même de développer les sous-cultures de ce réseau social, je voulais aussi mentionner le fait que beaucoup de personnes ont vu Tumblr comme une sous- ou voire une contre-culture à lui ou elle-même. Je crois que je féminise Tumblr, pour moi je dis elle. Enfin bref, à elle-même on va dire. Il y a beaucoup de personnes en fait qui ont attribué le succès de Tumblr en tant que réseau social au fait que celui-ci se plaçait en opposition avec ce dont les adolescents et les jeunes adultes étaient confrontés, que ce soit par exemple par la société de consommation. Je pense au fait que dans les années 2010, c'est vraiment l'essor des youtubeurs et des youtubeuses beauté. Et c'est vrai qu'en tant que femme, c'est quelque chose que je consommais beaucoup à ce moment-là. Et c'était quand même des formats dans lesquels on allait pousser à la consommation. Il y avait également une mise en avant de normes de beauté, notamment à travers le maquillage. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé avec des amis des vidéos YouTube que j'avais pu voir il y a... à cette période précise, et il y a par exemple des vidéos où on va te montrer comment est-ce que tu dois te maquiller pour aller à la piscine. Donc ça montre vraiment en fait qu'il y avait cette sorte de pression qui était faite sur les femmes et que même lorsque tu vas à la piscine et que tu es censé t'amuser en tant qu'adolescent, bah non, tu dois penser à ton maquillage. Et donc Tumblr se plaçait un petit peu là-dedans en se disant en fait on va vous donner accès à des images qui ne sont pas du tout retouchées, à des images qui sont prises sur le vif et à des images aussi de personnes sans maquillage. Il y avait aussi cette opposition qui était faite par rapport au fait que beaucoup de vidéos, par exemple de youtubeuses beauté à ce moment-là, étaient complètement dépolitisées. C'était purement de l'esthétique et il n'y avait absolument pas de questions, par exemple, je sais pas moi, de féminisme, de lutte sociale. Là où Tumblr allait justement se placer dans ces sujets vraiment précis. Instagram aussi a été un réseau social qui a commencé à émerger à ce moment-là avec des photos qui se voulaient plus ou moins lisses et notamment l'utilisation de filtres
Même si ça c'est paradoxal, et on va venir déconstruire ça après, parce qu'il y avait aussi évidemment des retouches sur Tumblr. Et surtout en 2014, c'est la sortie du livre Girl Boss de Sophia Amoruso. Et je pense que même si ce livre a eu un impact positif pour beaucoup d'adolescents, ça a été peut-être une façon aussi de mettre encore une fois de plus de la pression sur nous, jeunes, en disant qu'il faut faire beaucoup plus, qu'il faut être dans la positivité. Et Tumblr autorisait en fait ce rejet de la productivité, ce rejet du bonheur, ce rejet de savoir ce qu'on veut faire, le fait d'entreprendre, le fait d'avoir un petit peu toutes les clés. Ce qui, au contraire, était véhiculé à ce moment-là par le mouvement Girl Boss. Et d'ailleurs, on le voit vraiment très clairement sur la couverture, il y a un hashtag. Donc c'est vrai que, par exemple, le mouvement Girl Boss était vraiment un mouvement qui était présent sur Internet. Et sur Tumblr, on pouvait trouver des communautés qui s'opposaient un petit peu à ça indirectement. C'est également un espace où on s'oppose à la musique pop de l'époque. À ce moment-là, Taylor Swift était déjà très populaire. Il y avait notamment les One Direction. Et on peut se reconnaître dans de la musique un petit peu plus alternative. À ce moment-là, les groupes qui sont vraiment très présents sur Tumblr sont par exemple Arctic Monkeys, il y a forcément Lana Del Rey. D'ailleurs, je voulais faire un chapitre dédié à Lana Del Rey dans cette vidéo, mais il y a vraiment beaucoup trop de choses à dire. Du coup, je vous laisserai en barre d'infos cette vidéo trop géniale de Minali qui aborde plein de thématiques et qui est un petit peu une sorte de chapitre en plus à ma vidéo. Mais il y a par exemple aussi Vampire Weekend, je pense à Lorde, The Neighborhood, enfin il y a vraiment beaucoup d'artistes un petit peu plus indépendants qui vont être très présents dans les écoutes des adolescents à ce moment-là. Sur Tumblr, on n'est pas comme tout le monde, tu vois. On s'habille pas comme n'importe qui, on s'habille pas comme les autres camarades de classe du lycée. Et c'est ça qui va donner naissance à ce qui va être appelé des esthétiques. Je pense par exemple au pastel grunge, il y a également le soft grunge, il y a le Tumblr grunge, ça me fait super rire, qui sont des esthétiques qui se ressemblent beaucoup, mais qui ont des caractéristiques un petit peu différentes. Pour ma part, ma préférée, c'était le pastel grunge, qui autorisait à avoir un petit peu de couleur et toutes ces palettes un petit peu holographiques. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je prépare aussi une vidéo par rapport à ça. Je commençais doucement à rentrer dans le New Age, donc j'adorais trop porter des cristaux parce que bien évidemment, ça avait du sens. Dans ces sous-cultures, au-delà de l'habillement, du maquillage, de la décoration, il y a également des codes au niveau de la retouche photo, comme je l'ai mentionné avant. Les images étaient par exemple éditées en noir et blanc, il y avait aussi du grain, mais surtout il y avait les filtres, ce qui avait aidé à la popularité de l'application VS Code à ce moment-là. Pour ma part, c'était en étant confrontée à ces images que j'ai appris à retoucher mes photos sur Photoshop. C'est vraiment grâce à Tumblr que je me suis intéressée à la photographie et à ce moment-là, je me souviens que je téléchargeais des scripts qui se lançaient automatiquement pour appliquer des masques de réglage sur mes photos. Mais avec tout ça, on peut quand même se poser la question, est-ce que Tumblr était vraiment une culture alternative ? Si sur le papier, on peut voir Tumblr 2014 comme une plateforme qui pouvait s'opposer à la consommation ostentatoire que d'autres influenceurs pouvaient faire, par exemple à ce moment-là sur Instagram ou YouTube, on se rend finalement compte que cette esthétique très codifiée pousse aussi à la consommation. Moi, évidemment que comme beaucoup d'adolescentes à ce moment-là, j'ai acheté des choses à cause de Tumblr. J'ai acheté des vinyles, j'ai acheté le vinyle d'Arctic Monkeys, j'ai acheté le vinyle de Vampire Weekend, évidemment que j'ai fait des photos. J'avais un t-shirt où il y avait un truc qui avait marqué par rapport au chanteur d'Arctic Monkeys. Je sais plus du tout ce qu'il y avait marqué dessus. Enfin bref, j'ai acheté plein de choses. J'avais des chaussures à plateforme, j'ai acheté des accessoires holographiques, j'avais évidemment des couronnes de fleurs. Je suis allée boire du thé Arizona. Je trouvais ça absolument dégueulasse, mais je faisais ça pour l'esthétique. Si j'avais pu acheter de l'eau Fidji, je l'aurais également faite. J'avais une jupe patineuse, j'avais un choker. Lorsque je suis allée pour la première fois à Urban Outfitters, il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui vient de la campagne. Ma première sortie c'était en Allemagne, c'était à Stuttgart. J'étais tellement heureuse. Pour moi c'était une sortie comme si tu vas dans un lieu historique en fait. Comme si tu fais, je sais pas moi, une visite d'église. Moi j'étais en mode je vais à Urban Outfitters et il me semble que j'avais même fait une vidéo là-bas tellement que j'étais heureuse d'aller à Urban Outfitters. Et pour le coup c'est pas du tout correct de venir placer Tumblr comme une opposition en fait à la consommation parce qu'on était tous amenés plus ou moins à consommer à un moment précis. Il y avait même une mode en fait d'aller dans des magasins comme par exemple American Apparel
qui d'ailleurs étaient des magasins qui étaient quand même relativement chers. Mais il y avait aussi par exemple le magasin Brandy Melville, dont on parlera un petit peu plus tard. Au final, ce qu'on retient de cette période vraiment spécifique, c'est toute cette esthétique grunge, je vais vraiment plein de guillemets, mais il y a eu une tonne d'autres esthétiques. Vraiment, la plateforme était visitée par des millions de personnes à ce moment-là, qui la visitaient selon leur centre d'intérêt. Il y a ce site internet qui va regrouper énormément d'esthétiques à ce moment-là, et en fait, on apprend qu'il y avait énormément de personnes selon leur goût personnel. Donc, dire en 2014 qu'on était différent des autres et qu'on en était dans une culture alternative, c'est faux parce que des adolescents sur Tumblr, il y en avait une tonne à ce moment-là. Ce besoin aussi de publier du vrai sans forcément de retouches, au final, on peut beaucoup le remettre en question parce que lorsque tu regardes les images qui étaient faites à ce moment-là, elles reprennent toutes des codes vraiment très précis, se ressemblent toutes, elles sont toutes mises en scène de la même façon et surtout, elles sont toutes retouchées de la même façon. Pareil pour la musique, cette envie de dire non mais nous on est différents que les autres, on n'écoute pas de la pop, on n'écoute pas ce que tout le monde écoute. Les gars, Lana Del Rey, Arctic Monkeys, Lorde, ce sont des artistes qui se sont retrouvés plus d'une fois dans le top 10 entre 2012 et 2014 et cela pendant des semaines. Donc c'était pas de la musique niche qu'on écoutait à ce moment-là. Tumblr était quand même un espace qui était relativement politisé. À ce moment-là, moi je consommais pas du contenu politisé. Je sais par exemple que c'est un espace qui a commencé à re-questionner des problématiques liées au féminisme. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que dans mon prisme d'adolescente d'il y a 10 ans, au final, Tumblr a continué à perpétrer des schémas très patriarcaux et notamment ce phénomène « I'm not like the other girls ». En étant sur Tumblr, j'étais convaincue que j'étais plus cool que les autres filles et que je n'étais pas comme les autres filles. I'm not like the other girls. La logique est assez simple. Vous remarquez que la féminité est perçue négativement, ce qui vous conduit à ce que l'on vous traite comme inférieur. Pour échapper à ce traitement, vous vous éloignez des stéréotypes et des archétypes féminins. Vous vous élevez au-dessus des autres filles, cette féminité inférieure. Vous n'êtes pas comme elles, vous êtes beaucoup plus cool qu'elles. Mais en y regardant de plus près, ce n'est pas la féminité qui pose problème. Le véritable problème réside dans la croyance que la féminité est mauvaise ou inférieure. Et le fait de tirer un sentiment de supériorité en se distançant de la féminité est une conséquence du sexisme intériorisé. Le sexisme intériorisé, c'est lorsque la haine des femmes et des choses associées aux femmes se retournent contre soi. On n'est plus conscient que ces pensées ou ces actions découlent du sexisme, car celui-ci est devenu si profondément et subtilement ancré. Le sexisme et les croyances misogynes sont promus et normalisés par des structures dominées par les hommes au pouvoir, avec l'intention de maintenir ce déséquilibre de pouvoir, aka le patriarcat. De la même façon que beaucoup d'autres esthétiques alternatives, tout ce qui a été créé sur la plateforme était juste une sorte de cycle en fait qui se répète. Tous ces mouvements soft, grunge, pastel grunge découlent tout simplement en fait d'un mouvement initial qui était le mouvement grunge des années 90 et tout ce rapport au corps aussi sur Tumblr dont on parlera un petit peu plus tard découlait, alors je ne sais pas si on peut parler de mouvement réellement ou d'esthétique, et par exemple de ce qui s'appelait dans les années 90 héroïne chic. L'héroïne chic est un look apparaissant dans le milieu de la mode et du mannequinat des années 1990, caractérisé par l'androgynie, une peau pâle, des cernes sous les yeux, un rouge à lèvres rouge foncé et une structure osseuse angulaire. Au final, ce sont des notions qu'on retrouvait complètement dans les images populaires à ce moment-là sur la plateforme. Récemment, on a eu par exemple le mouvement « Vraiment, c'est quand que vous arrêtez avec les drogues kétamine chic ?» C'est quoi la suite? Cocaïne chic dans 10 ans par exemple sur les réseaux. Et donc, c'est vraiment la preuve qu'au final, tout fonctionne par phase et qu'on va prendre les mêmes problématiques et qui vont tout simplement en fait se renouveler. Dans la mode, le cool a souvent été associé à l'usage de la drogue. Il est régulièrement lié à une attitude désabusée, mais aussi symptomatique de l'état de la jeunesse qui peut en dire long sur notre époque. Il a une forme de repli sur soi et de cynisme vis-à-vis du monde dans lequel on évolue. Je vous mentionne la drogue, c'est que Tumblr aura été un espace de libération de la parole par rapport à cette problématique et aussi de déculpabilisation, des addictions et par exemple de la santé mentale, mais ça a été aussi un espace, surtout en 2013-2014, où ça a été énormément glamourisé. Les addictions comme symbole esthétique, culturel et émotionnel.
Et je vais commencer par la cigarette. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi fumé pour des photos Tumblr, comme ça je me sentirais un petit peu moins seule. Faut savoir que la cigarette a toujours été un symbole de non-conformisme ou glamourisé. Et cela, peu importe les époques, que ce soit à travers des célébrités, des médias, des publicités, et évidemment que Tumblr a repris ces codes entre des images esthétiques. Je vais vous montrer par exemple ce que j'avais republié à ce moment-là sur... Enfin, c'est vraiment des images qui étaient sur mon Tumblr à ce moment-là précis. Des gifs, des images tirées de films, de séries ou de clips. La cigarette a toujours eu une place importante. Et bien évidemment, les copains, que je fumais lorsque j'étais adolescente, et évidemment que je pense à 90% que c'était à cause de Tumblr. Tumblr rendait le fait de fumer cool, et évidemment que j'ai romantisé ça. Dans mes premières vidéos YouTube qui étaient publiées en 2014-2016, plus d'une fois, tu vois de la fumée de cigarette, parce qu'il y a un vrai... Ouais, je trouvais ça tout simplement en fait cool, comme beaucoup de personnes. Dites-moi en commentaire si c'était pareil pour vous. Le fait de fumer associé à la solitude ou à une ambiance dramatique trouvait un écho dans l'imagerie introspective et romantique qui dominait la plateforme. Tumblr avait tendance à romantiser les comportements autodestructeurs comme la consommation de cigarettes, d'alcool, de drogue, mais également par exemple les insomnies. On voyait très souvent des images avec des énormes cernes, et il y avait une vraie esthétique en fait autour de ça. Ces éléments étaient souvent liés à des thèmes comme la créativité, la souffrance intérieure ou le rejet des conventions. Et c'est vraiment représentatif de l'adolescence d'un point de vue général. On est adolescent, on n'est pas compris par les adultes, mais par contre sur Tumblr, on est compris, et la cigarette représente un petit peu ça. La cigarette était aussi souvent associée à d'autres thématiques sur cette plateforme, comme par exemple les troubles alimentaires, on y reviendra un petit peu plus tard, la dépression ou les addictions. Et malheureusement, c'était très souvent exploré de façon très problématique. Il y a eu, comme je disais, il y a eu une vraie parole qui s'est libérée par rapport à beaucoup de problématiques. Il y a eu par exemple toute une communauté pro-recovery. Par exemple, si tu avais fait de l'anorexie, où plein de personnes allaient vraiment te soutenir par rapport à ça. Il y avait toute une communauté aussi qui allait par exemple te soutenir dans ta sobriété. Mais il y avait aussi toute une communauté qui allait glamouriser en fait ses penchants beaucoup plus complexes. Et une des raisons à ça, c'est la série que tout le monde a regardée en 2014. En 2014, tu ne pouvais pas être... En fait, en 2014, tu ne peux pas être sur Tumblr si tu n'as pas vu cette série. Évidemment, je vous parle de Skins. Skins suit le quotidien d'adolescents dans leurs problématiques, et cela sans filtre. Que ce soit à travers des troubles mentaux, la dépendance, la sexualité, l'identité, les troubles alimentaires ou par exemple les violences domestiques. Et les saisons les plus populaires à ce moment-là sur la plateforme, c'était les saisons 3 et 4, avec énormément de captures d'écran, énormément de gifs animés, tout simplement de cette série. Là où cette série a réussi à mettre en lumière des sujets tabous pour beaucoup d'adolescents et de permettre d'ouvrir la parole en déculpabilisant, elle a surtout beaucoup été romantisée sur Tumblr. Il y a par exemple les raves et les soirées qui sont un petit peu des sortes d'emblèmes des excès adolescents que tu peux faire. Ça a renforcé un sentiment de rébellion et une quête d'expérience intense. Ça a aussi popularisé un petit peu une sorte de modèle cool d'autodestruction. Moi, je me souviens, j'avais une copine à moi qui avait regardé Skins et qui me disait « Oh, ça a l'air trop bien, j'aimerais trop être Effie en fait. J'ai trop hâte de me trouver un copain qui se drogue. » Vraiment, je suis désolée de rigoler à ça, j'aurais pas rigolé, mais maintenant que j'écoute ça en étant adulte, là où peut-être certaines personnes ont eu une grille de lecture de cette série vraiment comme un divertissement, certaines personnes ont peut-être vu la série comme inspirante en fait sur certains points. Ça a amené à banaliser des comportements risqués comme par exemple l'abus d'alcool, de la drogue, tout ce qui était les relations toxiques. Et lorsque je pense un petit peu à des icônes de Tumblr à ce moment-là, il y avait par exemple Effie Stonem qui pour le coup faisait énormément d'excès, mais il y avait aussi Cassie qui a été beaucoup glamourisée par rapport à ses troubles alimentaires. Et c'est vrai que sur la plateforme, il y a toujours eu cette ambivalence avec d'un côté du contenu qui venait dénoncer, mais aussi du contenu qui venait glamouriser ça. Et toute cette parole autour des excès n'allait pas sans pair avec la question de la santé mentale. Le sad girl posting.
D'un côté, on avait la parole qui s'était ouverte au sujet par exemple de la dépression, des troubles mentaux, des troubles alimentaires. Et cela a permis à plein de personnes de se sentir écoutées, mais cela a aussi contribué à une certaine forme de romantisation. Tumblr a développé une certaine esthétique autour de la tristesse, au point où c'est limite devenu un trait de personnalité. Et le problème, c'est que Tumblr a été un réseau social qui a vraiment permis la parole pour beaucoup de personnes qui étaient réellement dans des difficultés, comme par exemple en dépression. Mais il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont fait semblant d'être tristes, justement pour ce côté esthétique. L'artiste basée à Los Angeles, Audrey Wallen, a fait sensation en 2014 avec sa Sad Girl Theory, théorie de la fille triste. Cette idée qu'elle a largement diffusée sur les réseaux sociaux et dans les interviews postule que la tristesse et le mal-être des femmes ne sont pas des expériences singulières dont il faudrait avoir honte, mais bien une forme d'empowerment capable d'unir les femmes. Minali en parle par exemple dans cette vidéo et il suffit de lire les commentaires pour se rendre compte que Tumblr a eu un vrai impact sur la santé mentale de beaucoup d'adolescents justement par cette diffusion importante de contenu triste. En fait, à force de confronter ton regard à ces images, tu finis par les assimiler. C'est vrai que Tumblr ne fonctionnait pas avec un système d'algorithme comme on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tu t'abonnais à des comptes qui t'intéressaient. Donc si par exemple tu étais fan d'Harry Potter, tu t'abonnais qu'à des Tumblr Harry Potter et tu avais plein d'images d'Harry Potter sur ton feed. Mais je pense que beaucoup de personnes étaient purement intéressées par l'esthétique, comme moi c'était le cas. Et donc moi je m'abonnais parfois à des comptes purement pour les images, mais je ne savais pas qui était la personne derrière, parce qu'il y a vraiment ces questions d'anonymat. Et il suffisait que cette personne soit à un moment beaucoup plus compliqué de sa vie, où elle allait publier des images parfois qui étaient très choquantes. Et plus d'une fois je me suis retrouvée avec des images dont je n'étais absolument pas prête à voir, que ce soit des images par rapport à des thématiques très importantes comme le suicide, l'automutilation, mais aussi de la pornographie et notamment la fétichisation de la violence. Ça, c'est quelque chose que j'ai redécouvert là en faisant mes recherches. Je ne sais pas si vous en souvenez, justement dans tout ce côté un petit peu pastel grunge, il y avait beaucoup d'images de la peau et notamment de la peau blanche et il y avait beaucoup d'images de bleu, d'hématomes et clairement de je sais pas comment tu dis quand quelqu'un te donne un coup, t'as des traces sur le corps et ces images étaient très souvent liées à la sexualité. On avait très souvent juste des images par exemple de fesses où tu voyais que la personne avait reçu différents coups et c'était très fétichisé quand même sur la plateforme et ça je le voyais plus d'une fois. Un petit peu dans la même trame, je sais pas si vous vous en souvenez, il y avait aussi une sorte de tendance de glamouriser les maladies et notamment le fait d'avoir un nom de maladie en tant que pseudo-Tumblr. Ça sonne très dystopique maintenant que je vous le raconte, mais si je m'appelle ectomorphe, c'est aussi dû à cette période sur Tumblr. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais moi j'avais découvert le mot ectomorphe il y a quelques années et je le trouvais vraiment très, très chouette parce qu'il y a des boucles dans chacune des lettres et à ce moment-là, j'apprenais à faire un petit peu de calligraphie, mais aussi parce qu'à ce moment-là, sur Tumblr et sur Twitter, c'était un petit peu la mode d'avoir des noms qui avaient un lien soit avec des maladies, soit avec l'anatomie. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce mot, tout simplement. Et bon, aujourd'hui, c'est mon pseudo que j'utilise sur tous les réseaux sociaux, mais à la base, ça vient quand même de cette période. Nothing makes me hate myself more than a skinny white person on Tumblr. Rien ne me fait plus me détester qu'une personne blanche et mince sur Tumblr. C'est le titre d'une thèse que je vous recommande de lire qui a été faite par cette étudiante, je vous la mettrai en barre d'infos. Elle va vraiment venir re-questionner la question de la minceur et de la blancheur. Ça se dit, ouais, de la blancheur sur Tumblr à cette époque. Et c'est une vraie problématique dont on ne peut pas passer à côté dans cette vidéo. D'un côté, on a eu toutes ces représentations de corps qui ont vraiment aidé à l'acceptation de soi. Il y a eu effectivement des mouvements comme le body positive qui ont aussi vu un éveil grâce à des plateformes comme Tumblr. Il y a eu beaucoup plus de représentations de corps. Et moi, je sais par exemple que Tumblr m'a beaucoup aidée en tant qu'adolescente dans l'acceptation de mon corps. Moi, je suis quelqu'un qui a été complexé, je pense, pendant la plus grosse partie de ma vie. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de très très maigre
Et à l'adolescence, j'en ai beaucoup souffert parce que je voyais toutes mes copines qui avaient des formes, qui avaient de la poitrine, et moi, j'en avais pas. Et c'est vrai que lorsque tu essaies de te construire en tant que femme et lorsque tu es dans une société patriarcale où on va te dire avoir des seins, c'est trop bien, bah, pour moi, ça a été vraiment très compliqué. Et donc, le fait de voir autant de corps maigres, et c'est d'ailleurs quasiment que ça que je republiais sur mon Tumblr, ça me faisait beaucoup de bien parce que je me disais, ah tiens, il y a des femmes que je trouve belles et qui ont le même corps que moi. Et donc, je pense que ouais, Tumblr a eu un impact vraiment très important dans cette acceptation de mon corps. Mais dans la globalité, je suis une minorité parce qu'on le sait très bien, nous sommes dans une société grossophobe et on souhaite que les femmes soient minces, ce qui a fait que la grosse majorité, ça a été une mise en avant en fait de la minceur et de la maigreur comme beauté tout simplement, enfin comme norme de beauté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à ce moment-là, il y avait par exemple la mode du thigh gap qui consistait à avoir un écart entre ses cuisses, écart qui d'ailleurs ne correspond pas spécialement en fait à ton poids, mais c'est aussi selon la structure de tes os tout simplement. Et donc, il y avait énormément de personnes qui voulaient perdre du poids pour rentrer là-dedans. Évidemment, Tumblr a été aussi un espace pour des communautés comme les communautés pro-ANA. Par exemple, dans Anorexia on Tumblr, les personnes qui ont fait les recherches disent « Nos recherches suggèrent que la communauté pro-anorexie utilise Tumblr pour partager du contenu riche en images et déclencheurs autour de l'intériorisation des idéaux de minceur, ainsi que pour le maintien de modes de vie anorexiques. Nous observons qu'il y a une proportion relativement plus élevée de contenu pro-anorexie par rapport au contenu pro-rétablissement. » Alors, je ne sais pas si ça se dit pro-rétablissement, mais le pro-recovery. Et puis évidemment que Tumblr a aussi participé à une certaine forme de capitalisation de la minceur dans les années 2010. Par exemple, Brandy Melville a été très populaire sur Tumblr. Brandy Melville a été fondée par Silvio Marsan en 1970 et a ouvert son premier magasin à Los Angeles en 2009, marquant le début de sa popularité sur les réseaux, notamment via Instagram et le concept de la Brandy Girl. La Brandy Girl a de longs cheveux et des jambes encore plus longues. C'est une California Cool Girl, très jeune et très mince, portant des shorts courts et des pulls oversize. Et ce stéréotype a clairement été renforcé par Instagram à ce moment-là, mais aussi par Tumblr. La Brandy Girl, tu vois, c'est un peu la fille cool en fait. Elle n'a pas besoin de maquillage, genre elle n'a pas besoin de se maquiller comme les autres filles. Elle fait du sport, donc très souvent elle va faire du surf ou du skate. Elle est drôle, elle a des potes mecs. On a envie de traîner avec elle, elle n'est pas chiante comme les autres filles. Et en fait, la Brandy Girl, c'est vraiment l'archétype de la fille qui n'est pas comme les autres filles. Et pour le coup, une modèle Brandy qui vraiment rayonnait dans cet archétype, c'était Alexis Ren à ce moment-là. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, plus d'une fois, j'étais tombée sur du contenu d'Alexis Ren, et évidemment, je la blâme pas, elle a fait son boulot aussi, et puis par la suite, on a appris qu'elle a notamment souffert aussi de son rapport à son corps, et qu'elle a eu aussi des TCA. Mais moi, j'étais hyper complexée lorsque je voyais des images d'Alexis Ren. Et évidemment, comme plein de jeunes filles sur Tumblr à ce moment-là, je rêvais moi aussi d'aller chez Brandy Melville et de m'acheter des vêtements, chose que j'ai jamais pu faire parce que je viens de la campagne et que je sais plus où il y avait de Brandy Melville ouvert en France à ce moment-là. Je sais qu'il y en avait un à Paris, mais je mettais jamais mes pieds à Paris. Et ce qui caractérisait vraiment la marque à ce moment-là, c'est qu'il y avait une taille unique. Et c'est pas une taille unique, je sais pas moi, par exemple comme du L, c'était du XS. Donc vraiment, c'était un magasin qui venait discriminer clairement les personnes qui allait au-dessus du XS en fait. Une ou un employé de Brandy Melville raconte dans Brandy Melville An Analysis par Cecilia Roller: factuellement, leurs coûts sont si bas parce que produire des tailles coûte bien plus cher que de ne pas en produire. Ils ne se souciaient pas du retour négatif parce que c'était inspirant. C'était inspirant pour les filles minces qui pouvaient rentrer dans les vêtements. Et c'était inspirant pour les filles plus rondes d'y aller en espérant pouvoir y rentrer. Donc c'était le modèle commercial le plus incroyable. Ils se fichent des critiques, ils se fichent des tailles parce que devinez quoi, les filles plus rondes rentraient en espérant que peut-être les shorts leur iraient et qu'elles pourraient être de la taille d'un mannequin Brandy. Et Brandy Melville se faisait une tonne d'argent parce qu'ils ne fabriquaient pas de taille. Et on le voit très bien en fait sur les publications à l'époque. On a des femmes qui sont blanches, des femmes qui sont minces. Et par exemple, s'il y a une personne noire sur la photo, ça va être une personne qui va toujours être mise de côté mais qui sera jamais en fait au centre de l'image. Et au-delà de Brandy Melville, c'est une réalité aussi que tu réalises dans tout le contenu qui t'est publié vraiment dans cette niche grunge, Arctic Monkeys, bref, le truc que je vous décris depuis le début de cette vidéo, si vous suivez, en fait, il y avait très peu de diversité lorsque tu regardes les photos, c'est des femmes blanches,
minces qui étaient sans cesse republiées. On peut maintenant se poser la question de quel impact a eu Tumblr sur moi 10 ans plus tard, parce que nous sommes maintenant en 2024. Pour moi, Tumblr a eu un impact hyper important dans ma créativité. Aujourd'hui, je vis de ma passion qui est la création de contenu et le fait de faire de l'illustration via, par exemple, ma boutique en ligne, via cette chaîne YouTube où je vous montre comment créer. Et je fais aussi maintenant des vidéos, évidemment. Mais je me souviens en tout cas que Tumblr a été un espace où j'ai pu commencer à apprendre de nouvelles choses. J'ai commencé à apprendre la photo, je faisais de la photo argentique à un moment, j'ai commencé à apprendre à retoucher mes images. Donc par rapport à ma créativité, je pense vraiment que peut-être qu'aujourd'hui, j'en serais pas là où j'en suis si j'avais pas été sur Tumblr à ce moment-là. Ça a été aussi une période où avec mon amie Eva, on faisait énormément de photos. Vraiment, on allait à la fac et dès que la fac était terminée, on allait se promener autour du palais universitaire et on faisait des photos. Et je suis convaincue que sans ce réseau social, peut-être que notre intérêt pour la photo n'aurait pas été aussi fort à ce moment-là. Et c'est vraiment une période que je chéris. C'était vraiment trop bien et j'ai parfois beaucoup de nostalgie pour cette période. J'ai aussi beaucoup consommé de contenu en tant que spectatrice. Par exemple, en ayant fait des recherches, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes disaient qu'on avait pu reprocher beaucoup de choses à Lana Del Rey à travers ses paroles, là où plein d'artistes hommes disent beaucoup de choses problématiques, mais bon, vu que c'est Lana et c'est une femme, il faut lui tomber dessus. Et on avait beaucoup accusé Lana de, par exemple, faire la promotion de modes de vie qui sont pas éthiques, quand par exemple se chercher un sugar daddy. Et aussi, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que à ce moment sur Tumblr, apparemment, le roman Lolita était aussi beaucoup glamorisé. Mais bon, c'est tout un autre sujet. Je vous mettrai des ressources si jamais ça vous intéresse. Et donc tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient oui, on a reproché beaucoup de choses à Lana Del Rey, mais beaucoup de personnes ont juste consommé en fait sa musique pour sa musique. Voilà, comme tu regardes un film, des fois tu peux regarder un film où il y a des gens qui vont tuer des gens et ça ne signifie pas que toi tu vas tuer des gens. Et c'était pareil pour Lana. Et moi je pense que Tumblr, je l'ai consommé de cette façon. J'ai pu voir du contenu problématique, j'ai pu écouter des paroles problématiques, mais ça ne m'a pas factuellement changé dans ma façon d'être. Par exemple, à ce moment-là, je regardais aussi Skins sur ma petite télé dans ma chambre étudiante, mais c'est pas pour autant que j'ai eu envie de prendre de l'ecstasy et d'aller dans un entrepôt et faire la fête, en fait, comme Effie, elle le fait dans un des épisodes. J'ai adoré aussi découvrir des nouveaux artistes. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Moi, je suis quand même quelqu'un dans la globalité qui va principalement écouter de la musique électronique parce que c'est quelque chose qui m'inspire et c'est un style de musique que j'aime énormément. Et je pense que grâce à Tumblr, ça m'a permis en fait d'ouvrir mes horizons, ça m'a permis de découvrir d'autres choses en dehors de la musique électronique et de découvrir plein d'artistes. Et aussi, lorsque je regarde mon Tumblr d'il y a 13 ans, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai toujours encore les mêmes références. Je le trouve très beau, mon Tumblr, même s'il y a 2-3 posts un petit peu cancel maintenant dessus. Mais dans la globalité, je me rends compte en fait que la base de mon inspiration, c'est toujours la même et que j'ai toujours encore les mêmes références. Je dirais qu'en tant qu'artiste, Tumblr a eu un impact positif sur ma créativité. Ce que je regrette par contre, c'est un petit peu le même problème que sur Pinterest, c'est qu'on perdait en fait les sources des photos. Très souvent, il y avait des artistes qui devenaient très populaires, il y avait des images qui étaient republiées plein de fois et on savait plus du tout qui les avait prises. Je voulais terminer cette vidéo en posant cette question, quel est l'héritage de Tumblr aujourd'hui ? Tumblr est toujours encore une plateforme active, mais c'est vrai qu'elle a connu un vrai déclin depuis 2018 lorsque le contenu pour adultes a été retiré. Je me suis aussi questionnée par rapport aux autres raisons qui ont fait que Tumblr est devenu moins populaire à partir de 2018-2019 dans ces eaux-là, en me questionnant pourquoi est-ce que moi j'ai arrêté d'utiliser la plateforme. Et la raison est très simple, c'est juste qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui sont arrivés à ce moment-là, comme par exemple Instagram. Instagram était devenu vachement plus présent en fait dans notre quotidien plutôt que Tumblr. Il y avait peut-être aussi cette volonté à ce moment-là de ne plus être dans l'anonymat et de partager peut-être plus de choses sur ces réseaux sociaux. J'ai aussi pensé au fait que j'ai tout simplement grandi et c'est une sorte de logique. Moi, j'avais commencé à être sur les réseaux sociaux avec Skyblog, il me semble. Non, oui, c'est ça. Mon premier blog, ça avait été fait, je ne sais plus, c'était lorsqu'on avait un compte MSN, on pouvait faire un blog et je ne sais plus du tout sur quoi c'était. Enfin bref, ça c'était la première fois que j'étais sur internet et ensuite forcément ça a évolué, tous mes camarades de classe ils avaient un Skyblog donc je suis passée sur Skyblog, puis après il y a eu Facebook qui est arrivé, je suis allée sur Facebook, puis ensuite il y a eu Tumblr, puis ensuite il y avait Snapchat, ensuite il y a eu Instagram.
TikTok, et ouais, on évolue en fait tout simplement avec son temps, et je pense que les gens qui étaient en 2012 sur Tumblr, la grosse majorité était peut-être au collège ou au lycée ou pendant les études. Moi c'était ça, c'était lycée-études, et finalement après tu grandis et ça t'intéresse un petit peu moins. J'ai fait quelques recherches pour vous parler un petit peu plus en détail du déclin de Tumblr. Il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, il y a eu l'acquisition par Yahoo en 2013, puis par Verizon. Verizon, le propriétaire de Yahoo, a par la suite imposé des restrictions plus strictes. Et de ce fait, en fait, beaucoup de personnes se sont peut-être senties un petit peu censurées sur Tumblr. Et évidemment, il y a eu la concurrence, par exemple, d'Instagram. Et comme je disais, voilà, les changements culturels. Et surtout, il y a eu des problèmes techniques et une mauvaise gestion. Et moi, j'avais aussi peut-être la sensation de tourner en rond à ce moment-là, de voir toujours plus ou moins le même contenu et de préférer aussi Pinterest. Pinterest commençait vraiment à devenir populaire dans les années 2017-2018. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai commencé à utiliser plutôt Pinterest que Tumblr. Et ouais, j'ai plus du tout utilisé mon Tumblr par la suite. Et je me suis aussi questionnée, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que j'ai pas du tout fait de recherche par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu aussi un ras-le-bol de beaucoup de personnes par rapport au fait que c'était toujours les mêmes contenus qui étaient mis en avant et que c'était peut-être une sorte de white feminism, dans le sens où, tu sais, on allait par exemple te dire oui, les filles, on est toutes ensemble et il faut qu'on s'entraide, et au final sur la plateforme, c'est que des femmes minces et blanches qui étaient mises en avant. Donc peut-être qu'il y a eu aussi un ras-le-bol par rapport à ça, où les gens se sont dit, l'esthétique c'est bien, mais des fois ça fait du bien quand même d'avoir du contenu qui a du sens, qui a de la valeur et qui soit beaucoup plus politisé. Donc ça, ce sont mes piste de réflexion par rapport au déclin de Tumblr, même s'il y a encore énormément de blogs dessus. Il y a 2 ans, par exemple, il y a eu un petit peu un questionnement si cette Tumblr era était de retour. Il y a notamment plein de vidéos qui ont été faites à ce sujet. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient présentes sur cette plateforme à cette époque qui ont aujourd'hui une présence en ligne. D'un point de vue artistique, je serais super curieuse de savoir. Je suis convaincue qu'il y a plein de gens, en fait, qui étaient sur Tumblr, qui aujourd'hui ont une chaîne YouTube, qui ont aujourd'hui peut-être un Instagram où ils publient leurs photos, leurs illustrations. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais curieuse de savoir comment est-ce que vous avez évolué en tant que personne créative par rapport à ça. Je pense aussi au final, toutes les choses qu'on a pu reprocher à Tumblr, aujourd'hui se retrouvent en fait sur d'autres réseaux, un petit peu comme un système de cycle. J'ai beaucoup parlé du fait de glamouriser les excès. Et c'est toujours encore le cas. Par exemple, la techno a connu un vrai essor après le Covid, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de contenu autour de la scène techno. Je voulais vite faire revenir sur cet argument que je trouvais un petit peu bancal pour quand même expliquer. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien la musique électronique, qui aime bien sortir, et donc forcément, j'ai beaucoup de choses dans mon fil d'actualité en rapport avec ça. Et s'il y a bien une chose que j'ai découvert, c'est qu'il y a toujours encore une glamorisation des excès à travers certains créateurs de contenu. Le nombre de fois où il y a des gens qui vont mettre en avant le fait de consommer des drogues, le fait que les excès c'est trop bien, et il suffit de voir les commentaires pour vraiment se rendre compte qu'il y a énormément de personnes qui s'identifient là-dedans et qui s'identifient là-dedans dans un prisme de cool en fait. Tout ça pour dire que finalement tout est cyclique et que tout revient à un moment ou à un autre. Il y a quelques années, il y avait une glamorisation de la drogue sur Skyblog. Ensuite, on est passé sur Tumblr. Maintenant, on est passé sous des systèmes de Reels où les gens sont en mode « Ouais, trop bien, je suis allée en teuf et j'ai pris ci et ça. » Et les gens en commentaire sont en mode « Ouais, trop des barres, c'est trop rigolo. » Donc, en fait, ça continue sans cesse et ça s'arrêtera pas. Et je pense qu'Internet, c'est une place, en fait, pour continuer à mettre en avant ce type d'excès. Le rapport au corps est toujours encore le même. Peut-être qu'effectivement, les normes du corps qui étaient les normes les plus populaires il y a 10 ans, comme ce corps vraiment très mince, aujourd'hui c'est plus autant le cas. Mais on est toujours encore dans une société patriarcale, on nous met encore une pression incroyable, ce qui fait que par exemple la chirurgie esthétique a explosé chez les jeunes. Aujourd'hui on a des concepts comme par exemple le baby botox, ce qui signifie à faire du botox avant tes 30 ans je crois. Et ça par exemple, ces notions, il y a 10 ans ça devait exister mais c'était pas encore popularisé. Donc je pense qu'aujourd'hui l'héritage qu'on a de Tumblr c'est tout simplement un héritage générationnel. Je pense qu'en tant qu'adolescent, on prend juste nos traumas qu'on vient donner en fait aux futurs adolescents
au fur et à mesure, parce qu'en fait, factuellement, le système n'a pas changé. Certes, aujourd'hui, les nouveaux réseaux permettent vraiment la diffusion de messages par rapport à une forme de justice sociale, mais dans la grosse globalité, on a toujours encore les mêmes problématiques et c'est très triste. Ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que aujourd'hui, on retourne quand même progressivement à ce besoin de naturel. Sur YouTube, par exemple, le vlog est un format qui fonctionne vraiment très bien. Sur Instagram, on ne retouche plus les photos comme on aurait pu les retoucher avant. On a quand même vraiment, là, depuis quelques années, ce concept du photo dump où tu vas juste mettre quelques photos de ta pellicule qui sont prises sur le vif. J'ai aussi envie d'ajouter le fait que sur Tumblr, il y avait un petit peu toutes ces notions d'esthétique qui étaient quand même relativement rapides. Et aujourd'hui, on retrouve exactement la même chose sur les réseaux sociaux avec ce qu'on appelle des trends. Mais ouais, je pense juste en fait qu'on a tendance à oublier assez rapidement ce qui se faisait avant et qu'on vient seulement questionner ce qui se fait maintenant. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh là là, les jeunes de nos jours, ils sont tous sur TikTok. Et puis, à cause de TikTok, il y a ça et ça qui va pas. » Mais j'ai envie de dire, là, je vous ai quand même fait une vidéo giga longue pour vous dire tout ce qui n'allait pas sur Tumblr aussi à l'époque. Et je pense que c'est important de venir aussi peut-être se questionner de pourquoi est-ce que il y a pu avoir un malaise sur les réseaux sociaux il y a 10 ans en tant qu'adolescent qui est toujours encore présent 10 ans plus tard et pourquoi est-ce que les choses n'ont peut-être pas tendance à évoluer par rapport à ça. En tout cas, je pense aussi que l'héritage de Tumblr est très personnel. Chacun a eu sa propre expérience par rapport à ça, qu'elle ait été positive ou négative et je serais curieuse de vous écouter si vous êtes à l'aise évidemment avec ça. Donc ouais, je m'arrête là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai adoré la tourner. Pour le coup, ça m'a vraiment donné envie de retourner sur Tumblr et je pense que je vais me réouvrir un Tumblr parce que j'ai adoré faire cette vidéo, j'ai adoré retourner sur la plateforme et ouais, ça m'a juste créé un très chouette sentiment de nostalgie et ça m'a ramené à une période où j'étais vraiment très créative et je suis très fière de me dire que 10 ans après, je suis toujours encore créative en faisant par exemple des vidéos sur YouTube ou en faisant des illustrations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vraiment c'est une très bonne façon de soutenir mon contenu. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si vous êtes en désaccord avec ce que j'ai pu faire, avec ce que j'ai pu dire, n'hésitez pas non plus à le dire en commentaire. C'est vraiment un sujet qui me passionne et je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous pour pouvoir aussi venir me re-questionner par rapport à certaines choses. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. I wanna be yours, I wanna be